Maxi-Test vous est proposé par l'Argus.fr. Actualité auto, petites annonces et cote Argus. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Maxi-Test, votre magazine d'actualité automobile. Dans cette édition, nous allons essayer les modèles qui ont marqué l'actualité automobile du mois, des crossovers, des berlines, des hybrides premium et des supercars. Mais avant de vous en dire plus, découvrons ensemble le sommaire en images. Dans cette nouvelle édition de Maxi-Test, nous prendrons le volant de l'inédite Mercedes classe E. Nous essayerons le seul monospace hybride du marché, le BMW 225 XE. Nous conduirons une italienne, l'Alfa Romeo Giulietta qui se modernise. Nous éprouverons la redoutable Ford Focus RS. La Lexus GS 300H, la reine des berlines hybrides, nous montrera de quoi elle est capable. Mercedes dame le pion à ses rivales en présentant une nouvelle classe E qui va très loin en termes de technologies embarquées. Cette mini-classe S surpasse même sa grande sœur avec une conduite quasi autonome et c'est en Espagne que nous en découvrons les atouts. On efface tout et on recommence. Voilà ce qu'on s'est dit chez Mercedes en développant la nouvelle génération de classe E. Il n'y a rien à reprocher à l'ancienne, mais il fallait inscrire la petite dernière dans le 22e siècle. En attendant les prochaines BMW Série 5 et Audi A6, à Stuttgart, on compte prendre une longueur d'avance. À l'heure où on se pose la question de la conduite autonome, la berline lève le doigt pour donner sa réponse, mais n'oublie pas l'essentiel qui fait sa réputation. La classe E, c'est traditionnellement le vecteur pour l'introduction des nouveautés au sein des gammes Mercedes et il faut dire que cette 10e génération ne fait pas exception à la règle puisqu'elle introduit multitude de nouveautés, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur. Nous allons nous concentrer sur la motorisation. Notre version d'essai, c'est la E220 avec un nouveau moteur 4 cylindres diesel de 194 chevaux que nous allons essayer sur les petites routes de montagne. La classe E, c'est en effet la berline type de Mercedes, qui véhicule tout ce qu'on attend d'une allemande familiale premium. À commencer par son statut. Évidemment, on ne passe pas à côté de la calandre, mettant en valeur l'immense étoile, mais que les habitués de l'astre au sommet du capot se rassurent, ils ont le choix de garder cette configuration originelle. Si l'avant ressemble à l'ancien modèle, le profil singe lui celui d'une classe C, qui imitait elle-même la classe S. Pareil à l'arrière, on constate tout de suite la parenté avec la grande sœur qui fait référence. Les plus taquins diront que Mercedes fait du Audi en adaptant le même style sur toute sa gamme, au point de presque les confondre. À bord, bienvenue dans l'un des vaisseaux les plus luxueux de la galaxie. On s'installe dans une classe S avec une instrumentation composée de 2 immenses écrans. L'effet cockpit est saisissant une fois au volant. Quant à la console, elle s'inspire de la classe C. Les revêtements de qualité, associés au cuir sélectionné avec soin, nous plongent dans une ambiance particulièrement haut de gamme. Cette atmosphère de palace donne un coup de vieux à sa concurrence, qui a intérêt à rapidement réagir. On craque devant des détails, mais aussi face aux équipements dernier cri. On vous passe le GPS connecté, la sono d'enfer ou encore les sièges massants. Car le rêve ne s'arrête pas en roulant. Au contraire, la conduite semi-autonome, c'est tout simplement magique. On appuie sur un bouton et le drive control fait le reste. Quel que soit l'état du trafic, elle déroule dans sa voie et prend même les virages. Elle fait ses devoirs et apprend les limites de vitesse pour éviter la punition. Comme un conducteur de train, il faut régulièrement toucher le volant. Autrement, elle ralentit progressivement jusqu'à l'arrêt en activant les feux de détresse. Seulement si vous devenez subitement sourd et aveugle, car les alarmes visuelles et sonores suffisent à réveiller même un semi-comateux. J'avoue être tombé sous le charme de cette nouvelle classe E, tout d'abord parce que c'est un véritable salon roulant, extrêmement confortable, parfaitement bien insonorisé.
Et ce nouveau moteur s'avère également très séduisant puisqu'il est à la fois coupleux, très silencieux et surtout particulièrement frugal. Le châssis fait tout simplement oublier le voyage au bénéfice de ses passagers qui profitent du paysage qui défile sous leurs yeux sans secousse. Les clients des taxis et autres VTC vont l'adorer. Et pour ne rien gâcher, ils n'ont pas oublié l'agrément de conduite. Que les allergiques aux assistances électroniques se rassurent, on peut encore conduire la classe E comme une voiture. Ce qu'on fait avec plaisir sur les petites routes, avec des suspensions qui contiennent assez bien les mouvements de caisse et donc les estomacs des occupants. De ce point de vue, Mercedes élève encore son niveau de jeu par rapport à sa devancière. La boîte automatique à 9 rapports progresse encore et se fait particulièrement oublier. Vouloir prendre la main sur la sélection des rapports apparaît dès lors presque superflu. Au final, elle se couronne des lauriers de son marché assez facilement, face à une concurrence vieillissante qui n'entend pas rester les bras croisés. Mais cette nouvelle classe met la barre très haute en frisant le sans faute, un sans faute qui s'offre à partir de 47 350 €. BMW promet un tour de force, satisfaire les besoins de la famille en respectant l'environnement sans exploser le bon de commande. Le monospace série 2 225e ou i à la motorisation hybride entend bien révolutionner un segment où le diesel règne en maître. On le met à l'épreuve sur les routes de la Charente limousine. La gamme des hybrides rechargeables chez BMW s'étend de la supercar i8 au monospace. C'est justement ce dernier qui passe aujourd'hui entre nos mains. Il s'appelle Série 2 225xe. On a beau chercher, mais il n'a pas vraiment de concurrence. Ce type de motorisation étant rare sur un segment qui privilégie plutôt les gros rouleurs, adeptes du diesel, emmenant partout leur petite famille. Le constructeur munichois fait-il fausse route? Pas si sûr. À ceux qui se demandaient à quoi ressemblerait un Scénic à la sauce BMW, on a maintenant la réponse. La marque réussit l'exploit de donner un style portant sa patte sur un type de véhicule qui pourtant ne semblait pas s'y prêter. Les codes de base sont bien présents, les doubles optiques, les naseaux pour l'identité, mais aussi un profil assez élancé et un arrière intégrant bien les feux de type série 5. Pour différencier la série 2 Active Hybride d'une autre, les experts remarqueront la trappe à l'avant gauche, cachant la prise destinée à la recharge. À l'intérieur, BMW ne joue pas la carte de l'écologie visuelle, ni badge bleu ou vert, ni vraiment d'indicateur d'économie de carburant. Seul un bouton e-drive pour forcer la marche électrique trahit la bimotorisation. Mais finalement, on s'installe dans un modèle parfaitement conventionnel, à la finition exemplaire. Probablement parmi les meilleurs de sa catégorie sur ce point. En termes de modularité, il faut composer avec un coffre qui autorise certes un plancher plat, mais qui voit tout de même sa capacité réduite à cause des cellules dans le coffre. Nous voilà au volant de la BMW 225xe. Alors le E, c'est parce que cette Active Tourer 225 est également une nouveauté de la gamme plug-in hybride BMW. Alors comment ça se passe ? L'Active Tourer, c'est la première BMW qui est une traction. On en avait suffisamment parlé à l'époque. Il se trouve que l'hybridation se fait par un bloc électrique de 88 chevaux qui est situé à l'arrière et un bloc essence de 130 chevaux qui se trouve à l'avant, donc selon un système de traction. Et ce qui est intéressant dans cette hybridation, c'est qu'en fonction du mode que vous allez choisir, entre l'électrique, le thermique ou la combinaison des deux, vous allez vous retrouver en traction, en propulsion ou éventuellement en 4 roues motrices, ce qui justifie l'appellation X pour 225xe. Alors on va regarder tout de suite ce que ça donne sur la route. Dans un tel environnement où la quiétude règne, on se retient de briser ce calme ambiant. On enfonce la touche dédiée pour avancer sur un filet de gaz à la seule force du moteur électrique qui entraîne les roues arrière. Les 88 chevaux suffisent largement pour mouvoir la voiture
sans se mettre un œuf sous le pied. Il n'y a pas d'intérêt à rouler à 120 km/h en électrique, mais elle peut le faire. La réalité, en mêlant route et ville, nous a valu une autonomie de 30 km environ, largement de quoi faire son trajet domicile-école, travail et retour. Pour le reste, le 3 cylindres essence de l'I8, dégonflé à 136 chevaux, rend définitivement notre monospace polyvalent. Le mieux à faire est encore de laisser l'électrique gérer l'équilibre entre l'utilisation des deux blocs. Les passages de l'un à l'autre se font sans heurts et surtout, on démarre toujours en douceur et sans à-coups grâce à une boîte automatique adaptée pour l'exercice. Quand on se presse, la puissance cumulée fait oublier le poids à emmener et on profite alors du châssis au comportement plutôt sain, ménageant les passagers. Pour aller encore plus loin, le thermique entraînant les roues avant, la série 2 peut se transformer en 4x4 si nécessaire, même batterie vide. Au terme de cet essai, que peut-on dire finalement du seul monospace au monde, en tout cas à date, à être un plug-in hybride? On peut dire que le comportement routier, qui n'a aucune prétention sportive, est tout à fait sain. On apprécie beaucoup, je dirais, l'adhérence maximale, quel que soit le type de revêtement. Et c'est une voiture qu'on recommanderait volontiers à des familles qui auront l'usage du moteur électrique, c'est-à-dire assorti d'un usage urbain, et idéalement avec des possibilités de recharge. Malgré une consommation générale maîtrisée aux alentours des 6 litres lors des longues liaisons, on aurait aimé un réservoir supérieur à 31 litres. Mais c'est au quotidien que cette Active hybride démontre sa force sans un fil à la patte qui la cantonnerait à la ville. À 37 950 €, elle se paye même le luxe d'être moins chère que certaines versions essence et à peu près équivalente au puissant diesel de la gamme. Définitivement une offre à considérer pour les familles désirant faire rimer écologie avec économie. L'Alfa Romeo Giulietta s'offre un léger restylage auquel s'ajoute un nouveau bloc diesel, mais aussi de nouveaux équipements. De quoi la garder au goût du jour jusqu'à son renouvellement, direction le lac de Caume pour l'essayer. Depuis 2010, la Giulietta est le best-seller d'Alfa Romeo, avec à ce jour 350 000 unités vendues. Et la France représente 10% de ce succès qui ne se dément pas. En attendant sa descendance en 2018, elle s'offre un restylage et une combinaison de dessous séduisant avec un diesel de 120 chevaux associé à une boîte automatique à double embrayage. Est-ce que le charme à l'italienne fonctionne toujours ? On a envie de répondre que oui, les retouches cosmétiques sont discrètes et c'est tant mieux pour ne pas défigurer son joli minois. Finalement, elle devient plus Alfa Romeo, avec la calandre agrandie portant fièrement les armes de la maison. Le bouclier avant reprend en partie les traits de la Giulia qui arrivera plus tard cette année. Le reste de la carrosserie ne bouge pas d'un pouce et c'est très bien comme ça. Elle continue d'avoir ce design sensuel qui la rend plus chaleureuse que ses strictes concurrentes. À l'intérieur, le constructeur modernise l'existant, avec des matériaux un peu plus flatteurs et des compteurs mis au goût du jour. On craque à la vue de cette sellerie au dessin très italien qui ne manque pas d'attrait. Tout a l'air de standing, mais quelques griefs d'assemblage rappellent un peu son âge face aux plus récentes productions concurrentes. Elle s'équipe des dernières technologies en vogue et notamment l'écran tactile Uconnect avec des applications agrémentant la vie à bord. Nous voici au volant de la nouvelle Alfa Romeo Giulietta au départ de Milan. Alors, si à l'extérieur pas grand chose ne semble avoir changé, la nouveauté se trouve à l'intérieur avec un nouveau moteur 1.6 litre JDTM de 120 chevaux et surtout une nouvelle boîte de vitesse automatique à double embrayage TCT. Je vous propose qu'on aille tester tout ça sur les petites routes de montagne qui entourent le lac de Caume. Le 1,6 litre turbo diesel de 120 chevaux va bien à la Giulietta. On tient peut-être même la meilleure configuration avec la boîte à double embrayage TCT. On roule en douceur avec une puissance modeste qui arrive sans violence. Les rapports s'égrènent sans à-coups, ce qui bénéficie grandement au confort pour les passagers et le conducteur. Dans notre réalité, la consommation s'établit alors entre 6 et 7 litres, sans bousculer ses occupants. Quand on hausse le rythme, notre Alfa Romeo ne rougit pas, grâce notamment au DNA et ses modes de conduite. Mais c'est sans la rigueur de tenue de route d'une Golf ou d'une Peugeot 308 qui sont les références dans ce domaine.
Mention spéciale à la boîte de vitesse et son temps de réponse minimal quand on actionne les palettes. Alors retour vers Milan au terme de cet essai, moi je suis assez favorablement impressionné par cette voiture. D'abord parce que son bloc moteur est particulièrement bien insonorisé et très frugal. Ensuite par cette boîte automatique qui est très efficace, qu'on soit en mode linéaire ou qu'on s'amuse à jouer avec les palettes au volant. Et puis la nouvelle Giulietta, elle bénéficie d'une dotation en équipement qui la revalorise singulièrement à l'intérieur de ce segment où elle occupe tout de même une place de choix. Globalement, la plus vendue des Alfa Romeo possède encore quelques atouts charmes qui peuvent encore convaincre face aux sérieuses rivales de son marché. Et avec son look, on la voit bien supporter le poids des années qui lui restent avant de devoir laisser la place. À 26 640 €, on tient là probablement une des meilleures propositions de Giulietta. Ford avait prévenu, les GTI compacts devaient s'attendre à une riposte redoutable avec la nouvelle Focus RS. Vérifions si l'américaine s'impose sur le trône des sportifs du genre, et ce sont les routes de Provence qui nous servent de décor pour l'éprouver. Dans le monde des GTI, la bataille fait rage. Et l'arrivée de la Focus RS ne va pas calmer la bataille. Quand on connaît la qualité des précédentes générations depuis 2002, on s'attend à tout, sauf un pétard mouillé. Cette fois-ci, elle compte bien faire taire la concurrence avec une version encore plus aboutie. Attention mesdames et messieurs, faites entrer la reine du bal. Disons-le tout de suite, elle s'habille d'une robe qui s'oppose à la discrétion de la plupart de ses compétitrices. De la sage face avant de la Focus classique, elle en reprend à peine le regard de ses feux acérés. Elle se pare d'un bouclier très agressif et élargi, aux ouvertures laissant présager le besoin d'air du moteur. Elle gonfle ses ailes comme pour montrer les muscles et voit ses grosses roues abriter des freins gigantesques. Son arrière-train, ce que vous verrez sans doute le plus souvent, singe celui d'une voiture de rallye. En témoignent les gros pots d'échappement, le diffuseur et l'aileron explicites. À bord, on s'installe dans une ST avec qui elle partage l'intérieur, dont elle reprend à peu près tous les éléments. Les sièges ne trompent pas sur la vocation de cette Focus sauce piment. On pouvait s'attendre à une ambiance plus dépouillée, mais Ford ne l'a pas entendu ainsi. Il y a tous les équipements dont on peut avoir besoin, écran tactile, connexion internet, nombreuses aides à la conduite, il ne manque pas grand chose sur la liste. Mais place au sport. Une fois la clé tournée, on entre immédiatement dans le monde de la compétition. Le son à l'échappement a été travaillé, cela ne fait aucun doute. Le 4 cylindres 2,3 litres gavé par un gros turbo a du souffle à revendre. Il s'agit en fait du même que celui de la Mustang. Ces 350 chevaux, on peut les compter à chaque instant. Et pour ceux qui ont peur de manquer de sensations, un surplus temporaire du couple s'assure d'effacer les obstacles. Sur tous les rapports, ce bloc joue les catapultes quand on le sollicite. Et comme une WRC, l'échappement crépite en décélération et valorise encore mieux son pilote. Même si la tendance est aux boîtes robotisées, Ford a fait le choix d'une mécanique de qualité qui autorise même les launch control. On adore. Sans même choisir le mode sport, elle se montre déjà d'emblée très efficace en virage. Mais une fois qu'on le sélectionne, on entre dans une dimension à part. Tout d'abord, la motricité renforcée par la transmission intégrale se montre imperturbable. Pied au plancher, la puissance passe toujours au sol. C'est impressionnant. On croit même conduire une propulsion, mais qui ne laisse pas de place à la dérive incontrôlée. En choisissant le programme circuit, le dynamisme se voit encore plus exacerbé avec un réglage d'amortissement plus extrême. Son train avant fait preuve d'une précision redoutable et le châssis d'un équilibre qui ravit sans doute même les pilotes aguerris. Et comme si ce monstre de performance ne pouvait pas se contenter de cela, un mode drift transforme les novices en rois de la glisse.
La Ford Focus RS cumule donc les qualités et les visages. Même si elle se montre un peu moins confortable que certaines qui privilégient les compromis, elle ne se rate pas au chapitre de l'efficacité. Elle offre même un plaisir de conduite supérieur avec ses programmes qui transforment le comportement. À 41 800 €, elle s'avère plutôt chère mais ne vole pas un seul centime. Dur pour qui en a les moyens de ne pas signer le bon de commande après l'avoir essayé. Après la redoutable berline GSF, Lexus lance sur le marché une déclinaison plus raisonnable, la GS 300H. Prouve-t-elle sa valeur face aux indétrônables allemandes? La réponse en images dans la région du Luberon. Lexus, c'est le constructeur premium spécialiste de l'hybride. La GS 300H est l'un de ses modèles iconiques. Cette génération, lancée en 2012, s'offre un restylage de mi-parcours et muscle sa technologie. Et cette voiture, c'est d'abord un look détonnant. Le design Lexus ne rend pas anonyme son propriétaire, c'est le moins que l'on puisse dire. La massive calandre en X se part d'une grille à lamelles en relief. Pour rendre son regard encore plus perçant et moderne, des virgules de LED soulignent les feux principaux. Le profil reste inchangé, à l'exception du logo hybride, plus discret. Quand on la retourne, on distingue juste de nouveaux feux redessinés et une base de bouclier différente. À l'intérieur, surtout dans ce coloris crème, on pénètre dans une ambiance luxueuse. On se pose surtout devant une débauche de technologie. Lecture tête haute, large écran de navigation, système infotainment perfectionné, il ne manque rien. Et on n'est pas moins à l'aise à l'arrière avec l'accès aux commandes de clim et audio depuis la coudoir centrale. Seulement, on peine à utiliser le pad pour naviguer dans les menus. Mais de quoi se compose exactement la chaîne de transmission de cette Lexus ? Alors on a toujours une motorisation hybride sous le capot, un moteur thermique de 181 chevaux et un électrique de 131. Alors le tout est toujours couplé à une transmission ICVT. Il y a aussi 4 modes de conduite, un mode économique pour optimiser la consommation, un mode normal pour tous les jours et aussi 2 modes sport dont le dernier pour le maximum de performance, et pour atteindre ce but, il cumule la puissance des 2 moteurs. La plupart du temps, on utilisera les modes éco ou normal pour laisser le système travailler dans le but de trouver le bon équilibre entre la consommation et l'agrément moteur. Les démarrages se font toujours en douceur avant que le thermique ne prenne le relais. Et il faut regarder le compte-tours pour réaliser à quel moment il démarre, tant cela est imperceptible. On peut toujours rouler en tout électrique pour traverser un cœur de village à petite vitesse. De ce point de vue, elle s'avère meilleure qu'avant, tout comme la recharge, plus efficace lors des décélérations. Si son châssis est typé surtout pour le confort, il peut se faire tout de même bousculer sur les petites routes. Certes, la boîte CVT, même en mode sport, limite largement les sensations, mais elle nous épargne les envolées de régime pénibles, parfois typiques des modèles hybrides. C'est dans ce domaine qu'on constate les progrès les plus marquants. En termes de consommation, quel que soit finalement le type de conduite, on naviguera entre 6 et 8 litres, soit une moyenne remarquable au regard du poids et de la puissance. Cette mise à jour bienvenue peaufine la principale arme de séduction de la GS 300, la carte de l'hybride premium. À 49 900 €, sans oublier les divers avantages fiscaux qui vont avec, elle garde une place de choix auprès des professionnels. Peut-être l'une des meilleures alternatives essence face aux indétrônables berlines allemandes. Et bien voilà, cette émission touche désormais à sa fin. Nous quittons le Brainstorm BMW, l'avenue Georges V et Paris pour vous donner rendez-vous le mois prochain dans Maxi Test et à bientôt sur l'antenne de Motors TV.
MaxiTest vous a été proposé par l'Argus.fr. Actualité auto, petites annonces et cote Argus.